Alors, bonsoir, ou plutôt bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous êtes et du moment où vous m'écoutez. Le sujet aujourd'hui, en fin de compte, c'est lorsque le chef, ou quand le chef est sociopathe ou psychopathe, le terme est interchangeable. En faisant le webinaire, en préparant le webinaire aujourd'hui, je me suis aperçu qu'en fin de compte, il y avait trop de matériel pour un webinaire, donc on va le faire en deux parties. La première partie aujourd'hui où je vais décrire la personnalité du sociopathe très rapidement, et puis en fin de compte ce qu'il se passe lorsque le sociopathe entre dans l'entreprise et les différentes phases par laquelle il passe. Et puis le webinaire de lundi dans 15 jours, ce sera en fin de compte ce qu'on peut y faire, si on peut y faire quelque chose, et les différentes méthodes ou protection ou pour essayer de contrer ce qui se passe. Alors, avant tout, il va falloir mettre certaines choses au clair. Le problème lorsque l'on parle de chef sociopathe ou chef psychopathe ou ce que vous voulez, c'est que on peut facilement entrer dans le domaine de la politique. Et il suffit que le patron ou le chef se comporte d'une façon que l'on n'aime pas et même voire celle, pour le juger comme sociopathe. Ça n'est pas le cas. Il peut y avoir des personnes qui se comportent d'une façon peu recommandable et qui peuvent même harceler, etc. Mais cela a également beaucoup de choses à voir avec la loi en France, les possibilités en France, etc., les contrats, etc. Et ça, je ne peux pas entrer dans ce domaine parce que ce n'est pas ma compétence. Et ce n'est pas parce qu'un patron ou un chef se comporte d'une façon que l'on n'apprécie pas que ça veut dire qu'il est sociopathe. Ça peut vouloir dire que nous-mêmes, nous faisons une erreur. Ça peut aussi vouloir dire que notre tempérament, on n'a pas trop d'atomes crochus avec cette personne. Et ça peut aussi vouloir dire que la personne... un instant. Et le son du micro est trop fort, me dit-on, ça sature. Je vais vous demander un petit instant. Ok. Donc, point de vue, donc vous avez un côté politique de toute cette affaire qui est les conflits qu'il peut y avoir entre employeurs et employés. Et dans ce cas, ça n'est pas toujours l'un ou l'autre qui a raison ou qui a tort. Et donc, ce n'est pas le domaine dans lequel on va entrer. Lorsque l'on parle de sociopathe, que ce soit un patron sociopathe ou un employé sociopathe, parce qu'il y en a aussi, on a un petit peu une tendance à estampiller les gens comme sociopathes si leur comportement justement n'est pas adapté, mais la personne peut tout simplement être une personne mal adaptée, peut être une personne avec qui le tempérament ne correspond pas, et ça ne la rend pas sociopathe. Ça peut la rendre antipathique, ça peut être une personne que vous n'aimez pas, mais ça n'est pas nécessairement un sociopathe. Alors pour en savoir plus sur le sociopathe, on va passer en revue certaines des qualités, enfin certaines des descriptions. Là je parle de qualité en tant que descriptif, pas en tant que qualité-défaut. Certaines des qualités du sociopathe, mais je vais seulement passer rapidement au-dessus parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire. On est seulement obligé de mettre le squelette du sociopathe en ligne pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Si vous voulez en savoir plus sur le sociopathe, j'ai fait tout un webinaire sur le sociopathe et sa personnalité que vous pouvez trouver sur malka.tv ou que vous pouvez trouver sur YouTube. Et là, je vous propose de l'écouter parce qu'il y a beaucoup plus de détails sur le sociopathe. Donc, nous allons passer en revue rapidement les différents points de personnalité qui font que le sociopathe est le sociopathe. Alors, il ne faut pas croire qu'un patron ou un chef sociopathe est nécessairement désagréable, est nécessairement gueulard, est nécessairement ceci, cela. Bien au contraire, ça se passe pas du tout de cette façon-là. La personnalité du sociopathe est beaucoup plus carrée. C'est l'avantage de ce genre de personnalité, c'est qu'ils fonctionnent tous de la même façon. C'est-à-dire, dans les grandes lignes, on sait à quoi s'attendre, en tout cas en tant que psychologue professionnel.
Et donc ces grandes lignes ont été mises en système, entre autres par le Dr Robert Hare. Donc, là, ok, je croyais qu'il y avait un problème de micro, mais il n'y en a pas. Et donc, vous avez certains traits de personnalité que l'on retrouve chez tous les sociopathes. C'est comme ça que l'on peut définir si une personne est sociopathe ou pas sociopathe. Les traits de cette personnalité sont en deux grandes catégories. L'un, c'est dans le domaine émotionnel et interpersonnel. Et cela veut dire que c'est une personne qui va être superficielle, loquace, c'est-à-dire que lorsque l'on va la connaître, ça va être une personne qui va, au départ en tout cas, qui va être agréable, qui va en fin de compte parler beaucoup, être charmante, mais en fin de compte, si on y réfléchit bien, elle est relativement superficielle. C'est une personnalité égocentrique, très basée sur elle-même, qui est persuadée d'être la meilleure des personnes et a des idées de grandeur par rapport à sa personnalité. Point important, c'est une personnalité qui n'a absolument aucun remords et aucune culpabilité. Alors attention, ça ne veut pas dire, surtout si c'est une femme, et même des fois si c'est un homme, que c'est une personne qui ne peut pas pleurer. Parce que, comme on le verra un peu plus tard, les sociopathes sont de très bons acteurs et peuvent parfaitement pleurer, surtout s'ils peuvent utiliser leurs larmes comme une arme, ou pour vous désarmer, ou pour obtenir quelque chose. Mais en fin de compte, quand on leur parle et quand on va à l'intérieur de leur personnalité, ça va être des personnes qui n'ont absolument aucun remords et qui ne ressentent pas la culpabilité. Ils ont un total manque d'empathie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressentir, ils ne peuvent pas se mettre à la place des autres, en gros. C'est-à-dire que pour eux, les émotions des autres, ça compte pas. Ou ils vont les déconsidérer, ou ils vont les minimiser, enfin bref, ça compte pas du tout. Ce que eux ils ressentent, par contre, ça peut être beaucoup plus important, mais la plupart du temps, ce qu'ils vous disent qu'ils ressentent, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils vont jouer de vos émotions parce que le sociopathe n'a aucune émotion. À part la colère, il ne ressent aucune émotion. Et donc, il va plus facilement jouer de vous en jouant un rôle des différentes émotions. Et c'est de cette façon qu'il va se jouer de vous. Il est trompeur, il est manipulateur, il va jouer avec vos différents besoins, avec ce que vous lui avez dit, alors je dis lui parce que la plupart des sociopathes sont des hommes, la majorité sont des hommes, mais il y a pas mal de femmes et il y en a même de plus en plus en ce moment. Donc ce n'est pas par hasard, mais en tout cas, il y a toujours une majorité d'hommes, donc généralement je dis il, mais le boss peut parfaitement être une boss, ça ne change rien à l'affaire. Ce sera une personne qui sera trompeuse, qui sera manipulatrice, et que ce soit sur le point de vue privé ou sur le point de vue professionnel. Les émotions sont donc superficielles, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il ressent, mais quelque chose qu'il joue et qu'il fait comme si. Encore une fois, je vais beaucoup plus en détail dans ce qui est du sociopathe et de sa personnalité dans cette fameuse vidéo YouTube qui parle du sociopathe. Ensuite, il y a comme deuxième domaine important le domaine de la déviance sociale. C'est une personne qui est impulsive. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire, quand je dis impulsif, que c'est une personne qui va se mettre en colère rapidement ou qui va avoir des émotions qui arrivent rapidement. Non, c'est plutôt une personne qui, si elle a envie de faire quelque chose, elle le fera sans vraiment penser au mal que ça peut faire, aux problèmes que ça peut poser et à d'autres choses. C'est-à-dire que si tout d'un coup il lui vient une idée, eh ben, il va la mettre en action sans spécialement réfléchir à pourquoi, comment, etc. Il a un très faible contrôle de son comportement. Ça, c'est aussi très centré par rapport à son égocentrisme, c'est-à-dire qu'il se comporte comme il veut,
il ne pense pas trop aux autres et en fin de compte, il ne juge pas utile de devoir faire attention aux autres, à se comporter d'une certaine façon, tout comme par exemple faire un petit peu attention à ce qu'on dit aux autres pour ne pas vraiment leur faire de mal, etc. Et donc, le faible contrôle du comportement, ça vient comme ça. Il a besoin d'émotions vives, c'est-à-dire qu'il lui faut toujours quelque chose de nouveau. Alors, dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, ça va surtout être retrouver d'autres personnes, être infidèle, etc. Dans le domaine du travail, ça va plutôt être aller de projet en projet, un petit peu rapidement. Il a un manque de responsabilité. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas de sa faute, c'est pas son problème, c'est pas son souci. Ça n'a pas vraiment de, enfin, il n'a aucune relation ça n'a aucune relation à lui. Et puis, donc des problèmes comportementaux à un jeune âge. Point de vue sociopathe, c'est pas quelque chose qui arrive quand ils ont 18 ans. C'est quelque chose que l'on peut voir dès qu'ils sont jeunes. Et enfin, il y a un comportement adulte antisocial. Il y a Anna qui me demande, connaît-on l'origine de ce trouble de personnalité ? Ça, j'en parle beaucoup plus dans ce webinaire donc, que j'ai enregistré il y a 1 an et demi ou 2 ans, qui parle de la personnalité du sociopathe. Donc je vous propose de le voir, mais en gros, l'origine de ce trouble de la personnalité est génétique, c'est-à-dire que la personne est née comme ça. Cela n'a absolument rien à voir avec la façon dont il a été élevé, l'environnement, etc., etc. C'est un trouble génétique et on peut déjà voir les premiers signes dès que l'enfant a 3 ou 4 ans, 5 ans, on commence déjà à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça commence à devenir visible quand l'enfant grandit. Aux environs de 7-8 ans, on commence déjà à voir qu'il y a quand même vraiment des trucs qui ne correspondent pas. Dans la période de la puberté, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais on a un système où on trouve toujours des excuses, des explications, donc ça fait qu'on ne s'en rend pas compte suffisamment rapidement. J'ai fait un autre webinaire qui s'appelle « Élever un sociopathe », qui parle également de d'où ça vient, de l'origine, etc. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil, ou au travers de malka.tv, ou au travers de ma chaîne YouTube. Aussi pour enlever un doute, il n'y a aucune différence entre un sociopathe, un psychopathe et un pervers narcissique. Ça aussi, c'est ce dont je parle dans ce fameux webinaire sur le sociopathe. Sociopathe et psychopathe, la seule différence, c'est la période de temps à laquelle on a utilisé ce mot. Et la période le pervers narcissique, c'est une expression typiquement française parce qu'elle est basée sur un système psychanalytique, la France étant le seul pays au monde avec l'Argentine qui utilise toujours les méthodes psychanalytiques. Et donc elle vient des années 80 et elle n'a absolument aucune valeur scientifique, aucune valeur psychologique, aucune valeur juridique. C'est-à-dire que si on parle d'une personne qui a ce trouble de la personnalité dans une cour de justice ou en tant que professionnel, on n'utilise jamais l'expression PN ou pervers narcissique. C'est une expression qui tout simplement n'existe pas du point de vue professionnel. Comme psychopathe, sociopathe sont des termes totalement synonymes, et comme on a un petit peu la tendance à penser psychopathe, meurtrier, meurtre en série, etc., je préfère utiliser l'expression sociopathe pour éviter qu'on stigmatise un peu trop dans ce sens-là, parce que tout sociopathe n'est pas meurtrier nécessairement, même s'ils peuvent faire beaucoup de dégâts dans leur environnement. Donc c'est pour cela que j'utilise l'expression sociopathe. Comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant, les sociopathes ont un système très précis par lequel ils travaillent, c'est-à-dire qu'il y a une évolution très précise de leur comportement. Et on peut résumer leur comportement en 3 phases. Et ça, c'est leur comportement, que l'on parle de leur comportement dans la vie privée, amoureux, ou dans la vie du travail. La première partie, la première phase, ça va être la phase d'évaluation. Alors, on reviendra sur ces 3 phases dans le domaine du travail.
Mais donc dans le domaine amoureux, ça va être la période de charme, comme on le dit, ça va être la période où il ou elle va vous faire croire que elle est la femme parfaite pour vous, ou il est l'homme parfait pour vous, etc. Il va vous écouter, il va écouter tout ce que vous dites, ou elle va écouter tout ce que vous dites. Vous allez avoir l'impression que vous avez trouvé enfin une personne qui vous comprend, alors qu'en fin de compte, il ou elle est en train d'évaluer ce que vous valez, quels sont vos problèmes, où sont vos points faibles, où sont vos points forts, ce à quoi on peut toucher, ce à quoi on ne peut pas toucher, etc., etc. Donc ça, c'est une période d'évaluation. Après cette évaluation, entre la période de manipulation, qui va, donc dans le domaine privé, jouer sur le fait de vous faire faire certaines choses, de détruire un petit peu votre personnalité, d'éroder votre personnalité, et ça va être également, comme on va le voir dans un instant, dans le domaine du travail, ce qui va se passer. Enfin, il y a la période d'abandon, où dans la vie privée, donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il va vous mener à la rupture, ou elle va vous mener à la rupture, c'est-à-dire qu'il va faire certaines choses ou vous pousser à certains comportements qui vont faire que vous allez rompre, parce que ça va être la seule solution. Ou alors, il va vous mener à une façon d'agir qui va faire qu'il va vous dire, quand tu fais de cette façon-là ou quand tu agis de cette façon-là, ça veut dire que moi, je suis obligé de rompre. Et en tout cas, c'est ce qu'on appelle la période d'abandon. Généralement, dans ce qui est la période d'abandon, dans la vie privée, le sociopathe a déjà une autre personne en point de mire, il a déjà une autre personne avec qui il est en train de faire une période d'évaluation, ou même déjà de manipulation, et puis il la roue tourne. C'est exactement de la même façon que les choses fonctionnent dans la vie professionnelle. Avec une petite différence néanmoins, c'est qu'avant la période d'évaluation, avant de pouvoir entrer dans l'entreprise, il y a la phase de recrutement. La phase de recrutement, c'est déjà envoyer un CV qui est convaincant, et puis ensuite, après, excusez-moi, aller à un entretien d'embauche. Maintenant, un sociopathe va préférer une grosse entreprise à une petite entreprise. Parce que entrer dans une boulangerie familiale ou dans une entreprise où il y a 10 employés, ça ne va pas le faire. Parce que, comme on le verra plus tard, il est obligé de manipuler différentes personnes pour éviter d'être pris. Et ça, c'est difficilement possible dans une petite entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfaitement impossible. Maintenant, le fils du patron peut parfaitement être sociopathe, ou le patron lui-même de la boulangerie peut être sociopathe. Mais en règle générale, le sociopathe va préférer aller dans une grande entreprise parce qu'on peut plus facilement se fondre dans la masse, peut plus facilement agir un peu sans être remarqué. Donc, ils vont plus facilement aller dans les moyennes ou grosses entreprises. Pour ce qui est des CV, les sociopathes sont parfaits pour mentir. Ils mentent, ils jouent la comédie très facilement. Ils n'ont absolument aucune peur. C'est bien l'un des problèmes des sociopathes, c'est justement qu'ils n'ont peur de rien. Ils ne ressentent pas la peur, ce qui veut dire qu'ils ne ressentent jamais la peur d'être pris, la peur de la punition, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'apprennent jamais rien de vraiment nouveau, parce qu'ils n'ont pas peur de leurs erreurs. Donc, comme ils ont peur de rien, ils n'ont absolument aucun remords à faire des CV totalement faux, totalement inventés de toutes pièces, des lettres de recommandation totalement inventées de toutes pièces, etc. Maintenant, il faut savoir que dans une entreprise, même dans une grosse entreprise, il y a donc plusieurs niveaux d'employés, et vous allez avoir dans le niveau le plus concret de l'entreprise, vous allez avoir tout ce qui est technique. Et là, on trouvera rarement le sociopathe pour la bonne raison que il est difficile de mentir sur le côté technique de la chose. Si vous parlez avec quelqu'un, si vous avez certaines connaissances techniques d'un domaine, quel qu'il soit, et si vous parlez avec quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance technique, alors bien entendu, il va peut-être pouvoir vous mener en bateau au début, mais après quelques questions relativement précises ou qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, eh ben, il ne saura pas quoi répondre, et là vous pourrez voir qu'il est en train de vous mener en bateau.
Maintenant, dans les entreprises, quand on monte dans les échelons, surtout dans les grandes entreprises, quand on commence à parler de gestion de personnel, de leadership, de ce genre de trucs, c'est beaucoup plus difficile à évaluer que les problèmes techniques. Comment est-ce qu'on peut évaluer le leadership de quelqu'un si ce n'est que par ce qu'il y a écrit sur son CV, sur sa façon de se comporter, et si on trouve qu'on a des atomes crochus avec cette personne ou pas, s'il a les mêmes principes que vous, s'il a apparemment les mêmes lignes de conduite, etc., etc. Donc, lorsque l'on arrive dans ces domaines un petit peu plus hauts et un petit peu plus abstraits de l'entreprise, c'est beaucoup plus facile pour un sociopathe de s'introduire dans cette entreprise que ça ne l'est dans le domaine technique et dans le domaine plus concret ou même manuel. C'est donc pour ça qu'on les trouvera plutôt justement dans les sphères un petit peu plus abstraites et un petit peu plus élevées de l'entreprise, plutôt que de les trouver dans les sphères plus concrètes, plus scientifiques ou plus manuelles de l'entreprise. Généralement, du fait où ils ont une très bonne assurance, leur CV à l'appui, des lettres de recommandation, même si elles sont toutes fausses, et puis la façon dont ils peuvent se comporter, ce charme qu'ils peuvent opérer sur les autres, et bien généralement, ils décrochent l'emploi relativement facilement. Une fois que le sociopathe est entré dans l'entreprise, le loup est dans la bergerie. La première des choses qui se passe, donc, ça va être la période d'évaluation. Lorsqu'un nouvel employé entre dans une grande entreprise, en fin de compte, on n'en attend pas beaucoup. Il y a une période d'acclimatation, il y a une période de rentrer dans le système, etc. Donc, tous les employés, on comprend un peu ça, ils vont de département en département, de bureau en bureau, ils parlent un petit peu avec tout le monde, ils apprennent à connaître les ficelles de la société, la façon dont ça fonctionne, enfin bref. Il y a toute cette période d'évaluation. Et là où est en fin de compte, l'égalité entre la vie privée et le sociopathe qui va entrer dans votre vie privée et vous charmer, et le sociopathe qui entre dans l'entreprise, c'est que au premier abord, ça donne la même impression. On va trouver une personne charmante, souriante, qui va parler avec tout le monde, qui va se mettre au niveau de tout le monde, qui va être extrêmement agréable, dis-moi tu, on va s'appeler par son prénom, enfin bref, ça va vraiment être une personne extrêmement charmante. Tout comme le sociopathe qui entre dans votre vie privée et qui vous écoute et qui vous dit « écoute, on a tant de points en commun, je suis ton âme sœur », en fin de compte, le sociopathe dans la société va vous faire croire qu'il est votre âme sœur. Exactement le même principe va être utilisé. Et exactement la même méthode est utilisée, c'est-à-dire qu'au premier abord ou vu de l'extérieur, on peut penser que c'est une personne qui est en train de s'intéresser pour l'entreprise et qui est en train d'apprendre les ficelles du métier, tout comme dans votre vie privée, vous avez l'impression que c'est une personne qui vous écoute et qui veut vous connaître, alors qu'en fin de compte, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de prendre des informations, dans votre vie privée comme dans la vie professionnelle. Il prend les informations, quel est le rôle de telle personne, est-ce que c'est une personne qui a un rôle important, est-ce que c'est quelqu'un qui est important pour moi, quelles sont ses possibilités, quels sont ses manques, etc., etc. Il est en train de faire une évaluation de toutes les personnes de la société et de comment elles peuvent être utilisées. Encore une fois, au premier abord, rien d'anormal pour les personnes dans l'entreprise. En ce moment, il est en train de faire une collecte d'informations. Si vous êtes une personne sans influence, que vous soyez à son même niveau ou même que vous soyez son supérieur, s'il peut sentir qu'en fin de compte, vous n'avez pas autant d'influence que vous lui faites croire ou que vous en avez, vous n'allez pas l'intéresser, ce qui, en fin de compte, est un coup de bol. Donc, il prend toutes ces informations. Ensuite, arrive la deuxième phase, qui est la phase de manipulation. Donc, dans la vie privée, c'est lorsqu'il commence à vous faire des choses que vous n'osez pas, que vous ne voulez pas, et puis qu'il commence, en fin de compte, à vous manipuler, et ça va de plus en plus loin. C'est exactement la même chose qui va arriver dans l'entreprise. Il va commencer à manipuler les diverses personnes qui ont un intérêt pour lui. Son intérêt, lui, c'est de gagner, par escroquerie, de l'argent et du pouvoir. Il va essayer de monter les échelons
et de gagner autant d'argent que possible en faisant le moins que possible. C'est-à-dire que, point de vue travail, il ne commencera rien, il ne finira rien et il ne fera rien. Mais il vous donnera l'impression de faire beaucoup, de commencer tout et de finir tout. Alors qu'en fin de compte, il va se reposer sur le travail des autres et il va les manipuler. Alors la manipulation, elle n'est pas aussi simple que lécher le cul des supérieurs et écraser les inférieurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui sera découvert relativement rapidement. Non, la méthode est beaucoup plus subtile que ça. La méthode joue sur le fait de semer un petit peu la zizanie dans le service, de retenir des informations, d'envoyer de mauvaises informations, de fausses informations, de mentir à l'un ou à l'autre, à propos de l'un ou de l'autre, en fin de compte pour foutre le bordel dans le bureau, dans l'usine, dans là où il est. Pourquoi ? Pour la bonne raison que s'il y a le bordel dans l'entreprise, si les gens ne se parlent plus, si tout le monde se méfie, eh ben personne ne pourra recouper les informations et personne ne se rendra compte de la supercherie. Donc, lors de la manipulation, il va d'une part s'attirer ou s'attitrer les bons principes de son supérieur ou de la position qu'il vise, et généralement ça va être son supérieur hiérarchique ou ça va être la personne d'influence qui est la plus proche de lui, ça va être son protecteur. La personne qui est son protecteur, ce sera son emploi la prochaine fois. Vous pouvez être sûr que la personne qui le protège en ce moment ou qui est son bon ami en ce moment sera la personne qui va à un moment donné être miscrédité pour une raison ou pour une autre, il va perdre son emploi ou va... Peu importe, mais ça va être l'emploi que lui, il va occuper ou même devenir son supérieur à lui. Il va peut-être sauter un échelon. Il peut parfaitement l'utiliser pour justement passer à la vitesse supérieure ou dira-t-on, au poste supérieur. Donc toute cette manipulation tourne beaucoup sur semer un petit peu la zizanie, reprendre les informations des uns et des autres, s'approprier le travail des uns et des autres et les prendre pour son propre compte, tout en s'assurant d'une certaine loyauté, justement des personnes qui peuvent le protéger. Une fois que le principe est bien en route, une fois que tout ça marche bien, eh ben, il peut passer donc à la hiérarchie supérieure, détrôner son supérieur ou son protecteur, et puis arrive donc ce qu'on appelle la période d'abandon. Alors dans la vie privée, ça va être donc le moment où le sociopathe va ou vous faire rompre, vous obliger à rompre, ou vous mener à rompre, ou rompre lui-même. C'est plus rare quand même, mais ça peut arriver. Et donc partir ou être déjà en fin de compte en route avec sa nouvelle cible. Ça va être exactement la même chose qui va se produire dans une entreprise. Ce fameux boss passe à la vitesse supérieure, passe à l'échelon supérieur, et donc tout d'un coup, vous qui l'avez aidé, vous qui l'avez conseillé, vous qui lui avez donné votre travail, vous qui lui avez donné du temps, qui avez été son copain, etc., vous n'existez plus, vous êtes abandonné. Et lui, il est passé à la vitesse supérieure, à l'échelon supérieur. Alors, les sociopathes visent rarement le rôle de PDG, parce que le PDG a quand même beaucoup de responsabilités et là ça commence à devenir un peu compliqué, donc généralement ils ne vont pas aussi haut, mais ils peuvent devenir chef du personnel, ils peuvent aller relativement haut dans une société avant d'être démasqués. Au moment où ils sont en train d'être démasqués, au moment où les choses commencent à s'écrouler, ils sentent que ça sent le brûler, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font encore une fois un abandon. Et ça veut dire qu'ils ont déjà envoyé un CV à une autre entreprise et qu'ils vont aller à un entretien d'embauche d'ici peu. Et tout d'un coup, il va disparaître. Dans certains cas, il va partir avec une belle somme d'argent qu'il aura arnaqué à la société. Et la plupart des sociétés ne vont rien dire là-dessus, ne vont pas se plaindre parce que c'est un peu honteux de s'être fait arnaquer de cette façon-là. Donc généralement, on passe ça sur silence et on n'en parle pas. Et donc, on ne va pas, du fait où on n'en parle pas, la société suivante ne sera pas avertie et donc ne saura rien et donc risquera de l'employer tout simplement parce que personne ne sait.
dans ce genre de domaine, en fin de compte, on ne fait pas passer ce genre d'informations, ce qui fait que, comme on dit au Danemark, le pouilleux va de jeu en jeu. Vous connaissez le jeu du pouilleux, où on a le valet de pique, qui ne peut pas être associé à quoi que ce soit, ou le chat noir. Et bien en fin de compte, le sociopathe, ça va être le chat noir qui va aller d'entreprise en entreprise, parce que personne va oser donner des avertissements à la personne suivante, ou en tout cas à l'entreprise suivante. Donc ça, c'est en gros la manière de fonctionner du sociopathe. Dans mon prochain podcast podcast et webinaire sur le sujet, on va passer un petit peu à certains détails, et surtout à la façon dont on peut gérer ce genre de situation, si on peut les gérer, parce que c'est pas vraiment sûr, c'est pas toujours facile. J'en ai plus dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Quand le chef est sociopathe », que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez obtenir ce livre en allant sur Amazon, et pour y aller, vous tapez dans votre navigateur malka.fr/le chef en minuscule, et logiquement vous devriez arriver sur Amazon, là où vous pouvez trouver « Quand le chef est sociopathe », où il y a beaucoup plus de détails. À part ça, donc, je vous retrouve dans une quinzaine de jours. On peut voir comment on peut essayer de se défendre contre ce genre de personnalité, et aussi peut-être les éviter. Et si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr. Mais sans ça, je vous retrouve donc dans une quinzaine de jours pour le deuxième webinaire podcast sur le sujet « Quand le chef est sociopathe ». À bientôt, bonne soirée, au revoir.